Monsieur Thierry Volton, je commence directement. Qu'est-il arrivé à la Roumanie ces dernières semaines? Comment voyez-vous toute cette aventure? C'est une extraordinaire aventure, extraordinaire dans le sens ordinaire justement, qui sort de l'ordinaire et qui montre dans une certaine mesure combien ce pays est malade, politiquement parlant. En vérité, c'est une situation excessivement intéressante à observer. Parce que, si vous voulez, pour la première fois, on peut voir clairement l'utilisation qui peut être faite de certains réseaux sociaux, première chose. Deuxièmement, comment justement un pays qui a eu du mal à sortir du communisme, en vérité, a encore des séquelles communistes, qui explique ces manipulations d'ailleurs. Et donc, si vous voulez, vous avez la combinaison des deux, c'est-à-dire un facteur nouveau qui est le réseau social, hein, parce que ça n'existait pas avant, et un facteur ancien qui est justement la place des polices politiques à l'intérieur des régimes communistes. Et comme vous le savez, la Roumanie est particulièrement sujette à la chose, si je puis dire, en tout cas à la maintenance de certains réseaux clandestins, secrets, politiques évidemment, parce que le mal arrive à l'origine, parce que comme je le dis toujours, pour comprendre une situation donnée X, il faut toujours regarder un peu en arrière, parce que c'est ce qui permet de comprendre, on remonte le fil et on arrive à la situation X. Si on veut comprendre la situation d'aujourd'hui, on est obligé de faire un tout petit peu un retour en arrière, pas remonter à 3 siècles et demi, mais 30 ans déjà, ça suffirait, et je crois que vous payez aujourd'hui encore, déjà depuis longtemps, mais là on le voit manifestement, et c'est pour ça que c'est excessivement intéressant cette situation, vous payez encore le fait que votre révolution populaire du décembre 89 a été confisquée. Comme vous savez très bien comment fonctionnait la police politique en Russie, mais aussi la sécurité en Roumanie, voyez-vous des éléments communs vis-à-vis de ce qui s'est passé ici ces derniers jours? Non, je ne peux rien dire de plus que la presse a dit, mais il est incontestable que tout ça... Alors, soyons clairs, si on peut l'être dans cette situation aussi compliquée. Est-ce que Moscou est derrière ça? Point d'interrogation. Pour l'instant, je ne peux pas le dire. Mais c'est possible, c'est même probable, mais c'est possible. Est-ce que le fait que TikTok ait été utilisé n'est pas neutre? Parce que, comme on le sait, c'est un réseau social qui appartient à la Chine, totalement, et qui sert beaucoup, pour beaucoup de choses à la Chine, pour influencer, pour évidemment pour récolter des informations, des données, etc. Tout ça est très très utile. Et tout ça est récolté à Pékin, sans aucun doute. Donc, la conjonction des deux, c'est-à-dire l'influence que veut avoir Moscou sur la politique roumaine, et en même temps l'utilisation d'un réseau social chinois, évidemment, on peut éventuellement dire qu'on a la preuve là d'une collusion parfaite entre Moscou et Pékin. Collusion qu'on connaît parfaitement en ce qui concerne l'Ukraine. Il y a pas, puisque là, je veux dire, ils fournissent du matériel, les Chinois, des machines-outils qui servent à faire de l'armement. Donc, il y a vraiment une collusion absolument totale entre Pékin et Moscou en ce qui concerne cette guerre en Ukraine. Mais là, on est dans une guerre secrète, si je puis dire, de comment on peut influencer une démocratie qui va voter. Parce que vous êtes une démocratie, ne serait-ce que parce que vous avez un vote populaire avec une voix, un homme. C'est ça une démocratie, normalement. Donc, si vous voulez, là, c'est pour ça que c'est une situation passionnante pour un observateur comme moi. Évidemment, je suis pas roumain, alors donc je peux me dire comme à l'extérieur. Pour les Roumains, c'est plus compliqué. En tout cas, pour un observateur comme moi, c'est une situation excessivement passionnante parce que nous avons la conjonction, si vous voulez, de ces deux choses dont j'ai parlé, anciennes et modernes, des réseaux de sécurité qui restent et l'utilisation d'un réseau social. La preuve éventuelle, en tout cas troublante, qu'il y a une collusion aussi politique entre Pékin et Moscou, en tout cas pas directement, j'entends bien, M. Poutine n'a pas téléphoné à M. Xi Jinping en disant « Est-ce que je peux utiliser ton réseau politique TikTok pour… » C'est évidemment pas comme ça que ça s'est passé, hein. Mais bon, en tout cas, il y a eu sans doute des possibilités qui ont été offertes, en tout cas, à ceux qui voulaient influencer ce vote. Et donc, vous êtes, c'est très intéressant, c'est ce que j'allais dire, j'ai déjà dit ça, vous êtes en avance. Je plaisante pas. Pour une fois, vous êtes en avance. Vous êtes à la fois en retard sur la démocratie, j'entends, mais vous êtes en avance sur la manipulation possible de la démocratie. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est excessivement intéressant à observer. Parce que ce que vous vivez, excusez-moi, je suis convaincu qu'on va le revivre peut-être plus secrètement, on le verra moins bien, mais à mon avis, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que là, on voit clair sur la table, autant qu'on puisse voir clair sur la table, mais bon, ça risque de se reproduire. Parce que vous avez dit ça. Je suis un peu obligée de citer ici M. Victor Orban, j'aime pas ça. Pensez-vous que l'utilisation des réseaux sociaux pour influencer les électeurs à Roumanie et aussi la coordination
involontaire entre la Russie et la Chine est en fait une grande répétition avant d'être utilisée en Occident. On a été, vous savez, cobaye. une répétition. Oui, le cobaye. Le cobaye. Oui, c'est possible. Honnêtement, c'est possible. C'est pour ça que je dis que c'est passionnant. Non, mais je plaisante pas. C'est pour ça que, effectivement, vous risquez de... Alors, le fait que, si vous voulez, les tricheurs, Moscou, Pékin, les autres, enfin bon, bref, les tricheurs aient été pris dans la main dans les doigts dans la confiture, comme on dit en français, si je puis dire. Ça, évidemment, aide quand même, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que dans les autres démocraties, on va quand même essayer de faire attention que ça ne se reproduise pas. Donc, si vous êtes un cobaye, et si ça rate, oui. Et apparemment, pour l'instant, ça a plutôt raté compte tenu de la situation. Si ça rate, c'est pas très bon pour les manipulateurs, si je puis dire, parce que les autres démocraties d'Europe centrale et orientale, c'est surtout à elles que je pense, parce que je doute que des opérations aussi grossières, si je puis dire, puissent se faire dans des vieilles démocraties anglaises, françaises, italiennes, etc. Quoique. Bon, mais enfin, donc, si vous voulez, le fait que vous ayez été cobaye, que la situation, que ça se soit vu, de fait, n'est pas un bon point pour ceux qui voudraient reproduire la chose. Maintenant, vous savez, on sait très bien que les manipulations peuvent prendre diverses voies, puisque les élections en Angleterre, les élections aux États-Unis ont souvent été influencées aussi par des réseaux sociaux, même par des robots qui téléphonaient, etc. Et on attend des élections en Allemagne et aussi en France? Oui. En France, pas tout de suite quand même, parce que normalement, mais en Allemagne, oui, là, au printemps, là, en février, je crois, si je me souviens bien. Oui, effectivement. Bon, alors c'est vrai que l'Allemagne aussi a des réseaux. L'Allemagne de l'Est, j'entends. Il y a sans doute encore des vieux réseaux qui existent, puisqu'il n'y a pas beaucoup. Le ménage n'a pas été vraiment fait, quoiqu'il a été bien plus fait en RDA qu'en Roumanie, soyons clairs. C'est chez vous, il a très peu été fait le ménage. Ce qui fait évidemment qu'on se retrouve dans des situations comme celle-ci aujourd'hui. Bon, donc ça sera. Alors, mais le fait que ce qui s'est passé, ce qui vient de se passer en Roumanie est arrivé au grand jour, si je puis dire, ça va compliquer. Si jamais il y avait eu l'intention d'influencer les élections allemandes en faisant favoriser l'AfD, c'est à l'extrême droite, parce que c'est ça qu'on pourrait éventuellement craindre, si je puis dire, ça va être compliqué quand même, parce que je pense que les services de sécurité allemands vont regarder ça à la loupe. Donc ça va être compliqué pour tricher. Vous pensez que la Roumanie est tombée trop vite que prévu? Dans ce piège, vous voulez dire, ou dans ce piège actuel? Oui. Alors non, je ne sais pas si c'est trop vite que prévu. Le problème, c'est que je pense qu'ils se sont peut-être... Alors, vous savez, ce qui est très intéressant, en vérité, c'est que ces services, cette sécuritat qu'on craint tellement dans ce pays. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse qui est intéressante, parce que moi, en tant qu'étranger, je peux me le permettre de le dire, je trouve qu'il y a quand même... Alors, ça existe bien sûr, les réseaux de la sécurité, mais il y a quand même une espèce de culture espionnite, je dirais, dans ce pays, chez les gens, chez les Roumains, chez tous les Roumains, qui est quand même assez particulière. Je veux dire, vraiment, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on pense que c'est des réseaux sécuritaires. Bon, je ne suis pas sûr qu'ils soient si forts que ça, soyons clairs, qu'ils profitent des situations, bien sûr, mais je pense que cette espionnite, si je puis dire, n'est pas saine pour la démocratie. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut le nier, mais y donner trop d'importance à mon avis, Vichy, au sens de vicier, vous savez, l'air est vicié, l'air sent mauvais, comme on dit. Vichy, si je puis dire, c'est l'herbe vicié, on peut dire vicie le climat politique d'une façon générale. Et on le voit encore ici. Alors, il est manifeste, vu les documents qui ont été évidemment produits depuis le premier tour des élections présidentielles, vu ce qu'on sait, bon, il est manifeste qu'il y a eu manipulation incontestablement de ce premier tour. Mais je me demande si on grossit pas un peu le trait, vous voyez ce que je veux dire? Grossir un peu le trait, faire que, bon... et ça plaît aussi parce qu'il y a une mentalité ici, dans ce pays, qui est assez unique, hein, je veux dire, par rapport aux autres pays d'Europe centrale et orientale. C'est ça que je compare. Je compare pas des démocraties, je parle de ceux qui ont connu l'occupation soviétique. Vous êtes assez particulier. Mais depuis le début, mais ça c'est le fait... Alors je reviens, excusez-moi, je radote, mais je reviens... C'est le fait que la Securitate a confisqué la révolution de 89, avec des membres du parti,
Hein, bon, Ilescu et sa bande, si je puis dire. Et donc évidemment, ça, déjà qu'il y avait sous le communisme une espèce de surreprésentation mentale du pouvoir de la sécurité, mais manque de chance, comme il n'y a pas eu rupture en 89, eh ben vous avez hérité de cette surreprésentation mentale du communisme dans la démocratie. Et à mon avis, ça joue sur l'état d'esprit de la population, de l'électeur, même inconsciemment. Et la question, si ces usurpateurs sont-ils toujours, d'une manière ou d'une autre, proches du pouvoir? Pas au pouvoir, mais proches. Ah oui, incontestablement. Parce qu'il y a des réseaux, parce qu'il y a eu de la corruption, parce qu'il y a eu du copinage, tout ça est très très malsain pour la démocratie. Et ça existe, soyons clairs, ça existe dans toutes les démocraties du monde, hein, ça, je veux dire, les copinages, la corruption, mais il y a des lois, il y a des gens qui sont condamnés, la preuve en France, n'est-ce pas, Madame Le Pen est sous le coup éventuellement d'une condamnation qui risque de corruption, qui risque de lui coûter la présidentielle, enfin, de ne pas pouvoir se présenter à la présidentielle de 2027, puisqu'elle risque 5 ans d'inéligibilité, donc impossibilité d'être élue pendant 5 ans, c'est ça qu'elle risque d'avoir, dans quelques jours on va avoir le résultat. Donc ça existe dans toutes les démocraties. Seulement, évidemment, la vôtre, comme c'est une démocratie bancale depuis le début, depuis 89, et du fait que la Securitate, les anciens membres du parti ont pu infiltrer ils étaient déjà dans l'État, mais ils ont pu continuer à avoir des influences, et même si c'est pas la même génération, parce qu'évidemment, excusez-moi, en 30 ans, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont... mais quand même, il y a des copinages, il y a des enfants, il y a tout ça, puis il y a une mentalité La biologie n'est pas toujours une solution. Voilà, exactement. Donc, ce qui fait que vous êtes, à mon avis, le pays, sans aucun doute, sans tomber dans l'espionnite dont j'ai parlé, qu'ont dans la tête les Roumains, vous êtes incontestablement dans un pays particulièrement malade, si je puis dire, de l'héritage du communisme. C'est ça qui est très intéressant. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup la Roumanie, parce que c'est un terrain d'observation magnifique. Anthropologique aussi, pas seulement historique. Voilà. La Cour constitutionnelle roumaine a annulé les élections. Pensez-vous que c'était une décision inévitable ou est-elle critiquable, peut-être? Alors, inévitable, non. Parce qu'on pouvait laisser faire ce deuxième tour si on avait confiance dans le processus démocratique. Puisque, je m'explique, j'entends bien que le processus démocratique a été manipulé dans le premier tour. Mais compte tenu de tout ce qui a été révélé entre le premier et le deuxième tour, on pouvait espérer que justement ces manipulations ne se fassent pas et que le peuple qui allait revoter en toute conscience, si je voulais dire, en toute conscience, allait changer un peu ce premier tour, en tout cas ce qui pouvait être attendu. Et c'est vrai que la candidate, Madame Lasconi, avait sans doute, à mon avis, des chances d'être élue. Moi, j'étais convaincu qu'elle aurait eu des chances d'être élue, parce que il y avait sans doute il y aurait eu un mécanisme de honte par rapport à ce qui s'était passé, des électeurs qui même ont voté Georgescu, sans savoir qui il était vraiment, par rejet en vérité. C'est ce que je dis toujours. Si les gens ont voté pour lui, c'est pas parce qu'ils ont été manipulés, qu'on les a mis comme ça, comme des robots. Ça, c'est stupide. C'est parce qu'il y a un terrain, excusez-moi, il y a un terrain qui existe. C'est-à-dire un terrain, un rejet de la classe politique ancienne, justement pour toutes les raisons de corruption, de copinage, d'inaction politique, hein, parce que l'électeur, il est pas fou, il voit que les hommes politiques, mais c'est vrai partout, hein, excusez-moi, le populisme qui croît dans tous les pays démocratiques est aussi un rejet de la classe politique ancienne, si je puis dire. Donc, on pouvait espérer, moi, en tout cas, j'espérais que ce deuxième tour serait plus honnête, si je puis dire, en tout cas moins, et que compte tenu de ce qui avait été dit sur Georgescu, et puis toutes les bêtises qu'il a dit, excusez-moi, parce qu'il en a accumulé pas mal aussi dans son genre, hein, y compris des choses absolument scandaleuses sur les légionnaires, etc. Donc je pense que j'avais confiance dans le peuple roumain en disant bon voilà, ils vont redresser la barre, et je suis quasiment sûr qu'elle aurait été élue. Pas énormément, elle aurait pas gagné, mais enfin, elle aurait eu moi je pense, enfin, comme ça n'aura pas lieu, je peux toujours l'avancer sans risque. Hein? Mais bon. Qui ne fait pas confiance au peuple roumain? Les autorités roumaines? Oui, absolument, absolument. Alors, je trouve, maintenant, il vaut mieux, deuxième chose à dire, c'est que il est incontestable qu'il vaut mieux que la décision de la Cour constitutionnelle ait eu lieu entre les deux tours, c'est-à-dire avant le deuxième tour, que après parce que admettons que M. Georgescu ait été élu dimanche prochain, hein, et qu'après cette élection, la Cour constitutionnelle décide de dissoudre la dissoudre des élections et d'annuler les élections.
Oh, ça, à mon avis, ça aurait été très, très anti-constitutionnel, on va sans du terme, parce que ça veut dire qu'on aurait confisqué, déjà qu'on confisque en vérité la parole du peuple, mais comme cette parole du peuple a été manipulée, on peut éventuellement passer sur ce coup de force, si je puis dire, constitutionnel. Mais après, ça aurait été scandaleux, ça aurait été un coup d'État constitutionnel, soyons clairs. Donc, il valait mieux le faire maintenant qu'après. Mais la démocratie en Roumanie est dans ce moment-là viciée. Si mais c'est ça, c'est ça ce que la Russie veut. Ah oui, bien sûr. Attendez, la Russie, le processus démocratique. Totalement. Elle fera tout. Elle a essayé déjà, excusez-moi, aux États-Unis, elle a essayé en Angleterre. Ça, c'est sûr qu'ils sont très forts pour ça. Hein. Ils ont des robots, ils ont des fermes, vous savez, des fermes qui font ce qu'on appelle des fermes automatiquement. La célèbre ferme de Prigojine, par exemple. Exactement, bien sûr. Donc tout ça, bien sûr ce qu'ils veulent. Alors, ce que veut Moscou, et évidemment, vous êtes victime de ce processus dont la Moldavie a failli être victime. Hein. D'ailleurs, à mon avis, ils ont réfléchi sur comment ils avaient raté en Moldavie et ils ont dit on va faire mieux quand même en Roumanie puisque c'est juste à côté en plus. Donc voilà. Et d'ailleurs, d'après ce que l'on sait, je crois qu'une partie des influenceurs, si je puis dire, justement viennent de Moldavie. Donc déjà qui étaient sur place, si je puis dire en tout cas. Bon. Donc ça c'est sûr. Alors maintenant. Voilà, ce que veut Poutine en vérité, c'est pas de reconstituer l'Union soviétique, ça certainement pas. Ce qu'il veut, c'est faire un bloc, un glacis russe. Voilà, pas un glacis soviétique, un glacis russe, avec dictatorial bien sûr, hein, sous sa botte bien sûr. Donc il aimerait bien que tous les pays qui entourent la Russie soient comme la Biélorussie. Ça c'est son rêve. Hein. Donc ils font ce qu'ils veulent parce que Loukachenko il fait ce que veut Poutine. Donc d'où l'invasion de l'Ukraine, d'où évidemment le processus qui se passe actuellement malheureusement pour les Géorgiens à Tbilissi, ce qui est catastrophique pour la Géorgie, soyons clairs, d'où la tentative sur la Moldavie, d'où la tentative sur vous, incontestablement, et l'étape d'après aurait été, si tout ça avait réussi, Dieu merci tout ça n'a pas réussi, l'étape d'après aurait sans aucun doute été les pays baltes, pas la Pologne. La Pologne, il ne va pas y toucher. C'est un gros morceau. Les Polonais sont des résistants nés, si je puis dire. C'est grâce en grande partie à eux que le communisme est tombé avec Solidarność, les ouvriers, etc. Ça, je pense qu'il n'aurait pas touché à la Pologne. Hein. Mais le pays balte, oui, ça, il en a envie. Il en a très envie même. Alors, dans quelle mesure la Roumanie a-t-elle perdu sa crédibilité extérieure? Non, pas forcément. Pour autant, par exemple. Oui, alors, attendez. Oui et non. Mais oui, alors, je comprends votre raisonnement, mais en même temps... L'OTAN la Roumanie est capitale pour l'OTAN. C'est ça le problème. Parce que vous êtes à côté du champ de guerre, hein, vous êtes voisin de l'Ukraine, vous avez des soldats ici, français, américains. Et on a un autre voisin, Viktor Orban. Et vous avez votre voisin Viktor Orban, vous avez même des sites qui existent militaires, enfin des sites de lancement, des observations, etc. Donc à mon avis... Même si vous avez perdu un peu de crédibilité démocratique, si je puis dire, vis-à-vis de l'OTAN, vous êtes tellement important militairement qu'à mon avis, ça n'a pas d'importance. Voilà. Le principal, c'est que ce qui aurait été risqué pour l'OTAN, c'est que Georgescu soit élu, qu'il applique ce qu'il disait, ce qui n'était pas forcément possible, mais enfin, on ne sait jamais, c'est-à-dire chasser éventuellement les militaires français, les militaires américains. Ça, oui, l'OTAN n'aurait pas aimé. Et je ne suis pas sûr que Georgescu aurait fait long feu. La situation en Roumanie montre un peu que... le régime de Poutine n'est pas en difficulté, comme on a pensé pendant toutes ces 3 années. Tout au contraire, qu'est-ce que renforce son régime ou qui? Alors, il ne faut pas confondre, là je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Il y a 2 choses différentes. Il y a la situation de la Russie, économique, populaire, etc. Elle est très mauvaise. Elle est très, très, très mauvaise. En vérité, Poutine tient parce que, d'abord c'est un régime dictatorial, il tient parce que, il a bien en main le pays, mais enfin ça monte beaucoup, il y a beaucoup d'inflation, il y a du chômage énormément, il y a beaucoup d'usines qui marchent pas parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre à cause du fait qu'il y a des hommes sur le toit. Il y a beaucoup de morts, on ne sait pas combien on est, mais enfin on en est entre 300 000 et 700 000 selon les estimations, ce qui n'est pas rien quand même. Bon.
Ça va pas bien, honnêtement. Et si jamais il y avait pas derrière lui la Chine qui apporte des éléments militaires, enfin pas directement, mais en tout cas des machines pour faire ça, et éventuellement pour Corée du Nord qui est pauvre comme Job, comme on dit, mais qui au moins a des armements, comme tous les pays communistes d'ailleurs, soyons clairs. Rien ne marche dans un pays communiste sauf le complexe militaro-industriel. Hein. Bon, alors c'est vrai. Du côté du complexe militaro-industriel, oui, ça fonctionne en Russie encore, parce que d'abord il y accorde presque 40% du budget, Poutine. Donc il ne risque rien ce complexe militaro-industriel, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi le problème. Vous savez, quand on voit d'abord humainement, il faut pas l'oublier, il a du mal à recruter. Parce qu'il n'a pas refait de mobilisation. Il a fait une seule fois la mobilisation, il n'en a pas fait une deuxième. Donc ça veut dire que, excuse-moi, il n'y a aucune raison qu'il hésite. S'il était sûr de lui, il pourrait faire une deuxième mobilisation. Il a besoin d'hommes. Donc comment il recrute des soldats aujourd'hui? Avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Hein. Celui qui s'engage, il est riche, quoi. Je veux dire, et sa famille aussi, puisqu'il y a même des assurances vie, etc. Donc ça incite. C'est bien la preuve qu'il y a un problème d'hommes déjà dans son armée. Bon, mais moi, mon pari, c'est que c'est un géant. Comme on disait avant, c'est un pays au pied d'argile, quoi. Je veux dire, alors, ça ne veut pas dire que demain matin, Poutine va être chassé du pouvoir, ça ne veut pas dire que demain matin, la Russie va s'effondrer, c'est pas ce que je veux dire. Mais j'ai écrit récemment un article dans un journal, dans un hebdomadaire français, dans lequel j'explique que le temps joue contre Poutine. C'est-à-dire, on a l'impression que le temps joue contre les Ukrainiens, mais je crois qu'il joue autant contre Poutine. En vérité, plus, parce que si jamais, à moins que les Ukrainiens soient lâchés par les Occidentaux, auquel cas, là, évidemment, je donne pas cher à l'Ukraine. Parce que vraiment, c'est grâce au maigre aide, parce que nous ne donnons pas beaucoup, hein, honnêtement. Il y a d'abord la résistance ukrainienne, j'entends bien, mais l'Ukraine elle risque moins le temps, sauf si Trump coupe les vis, ça c'est autre chose. Bon, mais que Poutine. C'est pour ça que Poutine est très favorable à une négociation. Il est excessivement favorable à une négociation, parce que d'abord ici, qu'il ne pourra pas gagner sur le terrain, c'est clair maintenant, ou alors des petits kilomètres carrés, mais ça c'est pas une victoire. Donc il veut négocier et négocier le plus vite possible, parce que plus il négocie vite, plus il sera en position de force. Plus il attendra, moins il sera en position de force. Votre nouveau livre parle de la manière dont le régime communiste, un régime criminel pour mon pays, a duré si longtemps, un peu avec la complicité tacite de l'Occident. La même chose se produit-elle aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, parce que l'Occident a peur de ne pas changer l'ordre mondial. Ouais, l'ordre mondial. Vous avez raison, c'est incroyable. Et c'est une frilosité qui est historique, je dirais, dans le sens pas historique, c'est de tout temps. Les États n'aiment pas le changement. Mais je parle des États, de l'appareil d'État, et des gens qui dirigent l'appareil. Alors, on peut détester son voisin, on peut détester les régimes X, Y, Z, mais au moins on sait à qui on a affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, quid? Qu'est-ce qui va se passer? Et ça, ils en ont très peur, hein, de ça. Et donc, si vous voulez, on préfère le statu quo, scandaleux. D'ailleurs, Poutine l'a excessivement bien compris. Qu'est-ce que fait Poutine dans cette guerre? Il menace continuellement avec l'arme nucléaire. Et ça, le monde entier a peur de ça. Moi, je vous donne mon pari. J'espère ne pas me tromper, parce que sinon, de toute façon, je ne serai plus là pour ni vous. Je vous donne mon pari qu'il n'utilisera jamais l'arme nucléaire. C'est un chantage, tout simplement. C'est simplement, il veut faire peur. Donc, et à Washington, à Londres, à Paris, il se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer si on franchit une ligne rouge? Voilà. Et donc, c'est ça qu'il veut. Et il réussit d'ailleurs très bien, jusqu'à maintenant, dans une certaine mesure. Donc, les États sont frileux par excellence, par principe. Et aujourd'hui, on le voit encore aujourd'hui, parce que, excusez-moi, si les Américains avaient donné 30%, même pas 20% d'armes plus aux Ukrainiens, et particulièrement des missiles qui permettaient d'atteindre la Russie avant que M. Biden se décide enfin, mi-jour après le début des hostilités, mais cette guerre aurait été terminée il y a déjà 1 an et demi. Un autre événement politique très rare s'est produit cette dernière dans votre pays. En France, la destitution d'un gouvernement par une motion de censure. Cela peut être mis en contexte avec les attaques contre les démocraties européennes? Non, ça je ne crois pas.
Je ne crois pas. Il y a malheureusement, non, l'erreur de base, si je puis dire, vient du président Macron, incontestablement, qui a dissous l'Assemblée nationale en juin, après les élections européennes, alors qu'il n'était absolument pas obligé, puisque de toute façon, les élections européennes n'ont aucune influence sur la politique intérieure française. Donc, c'est la première chose. Deuxièmement, malheureusement, de ces élections est sorti deux blocs antidémocratiques, un bloc d'extrême droite, un bloc d'extrême gauche, dont on paye aujourd'hui le prix. Hein. Donc, ce qui est très intéressant, moi, en tout cas ce qui m'intéresse dans cette situation française et dans cette motion de censure qui a été votée et qui est quand même assez intéressante politiquement parlant et qui dépasse largement la France, c'est, comme vous le savez sans doute, il y avait deux motions de censure qui avaient été déposées contre le président, contre le Premier ministre, une motion de censure d'extrême droite et une motion de censure d'extrême gauche. Comme l'extrême gauche n'a dit qu'elle ne voterait pas la motion de censure d'extrême droite, l'extrême droite a retiré sa motion de censure. Par contre, l'extrême droite a voté la motion de censure d'extrême gauche. Donc nous sommes là dans une collaboration rouge-brun classique, ou brun-rouge si vous préférez, extrême droite, extrême gauche. Presque la même chose en Allemagne. Oui, vous avez raison, parce que c'est plus clair en France, si je puis dire. Et donc, si vous voulez, bon, et ça, ce sont des forces antidémocratiques, hein, l'une et l'autre. Bon, mais c'est la loi de la démocratie. Alors, qui a quelques manipulations. Aussi bizarre ça puisse vous paraître, s'il y a des manipulations, elles sont plus du côté de l'extrême droite que de l'extrême gauche, soyons clairs. S'il y a des manipulations, en tout cas russes par exemple, Madame Le Pen est plus proche de M. Poutine que M. Mélenchon. M. Mélenchon n'est pas proche de M. Poutine, hein, même s'il a condamné bien plein de choses, etc. Mais on a aussi des idiots utiles. Oui, bien sûr. Oh là là, c'est pas ce qui manque. Il y a toujours eu des idiots utiles, donc voilà, et qui peuvent faire le jeu des autres sans même savoir d'ailleurs qu'ils font le jeu. C'est ça le rôle de l'idiot utile. Merci beaucoup. Je vous en prie.